C'est moi qui manipule Ouais. la diapo. Bonjour à toutes et tous. D'abord, avant tout, vous dire combien je suis personnellement heureux de retrouver ce magnifique réseau des sports de nature qui m'est si cher, et à l'occasion des amis aussi, pour certains que je n'ai pas revus depuis pas mal de temps, puisque voilà, nos parcours professionnels font que, eh bien, on est amené à évoluer. Mais néanmoins, on est encore là ensemble et c'est le plus important. Peut-être un premier message, je suis arrivé hier soir et j'ai ressenti très clairement quelque chose. C'est que l'enthousiasme, la flamme qui nous a animés depuis 20 ans, elle n'est pas éteinte. Et j'ai même tendance à dire qu'elle est en train de rejaillir. Et cette journée, à mon avis, en est une très belle illustration. Donc merci aux organisateurs, merci au pôle ressources, merci aux structures qui ont permis que cette journée se tienne. Et bravo pour l'énergie que vous poursuivez à déployer. Peut-être insister sur le fait que les sports de nature, de là où je viens, je suis en capacité de vous dire que c'est une belle œuvre collective dont nous devons être fiers. Ça fait 20 ans que nous travaillons ardemment à une forme de reconnaissance, de valorisation, de promotion de ces activités dans un cadre très respectueux de l'ensemble des acteurs, usagers, la ressource, le milieu, la nature, la propriété, avec différentes finalités récréatives, touristiques, sportives, compétitives, d'économie locale, etc. Et la mise en œuvre de cette politique publique depuis 20 ans, il faut surtout avoir une chose en tête, c'est qu'elle n'est pas derrière nous, mais c'est qu'elle est au contraire devant nous. Confère la thématique de la journée autour des adaptations au changement climatique et des atténuations que nous devons impérativement, y compris nous imposer à nous-mêmes dans le cadre des émissions, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la préservation de la biodiversité. Je rajoute même le fait que l'accès à la nature, c'est surtout pas une option, mais c'est une absolue nécessité. Pourquoi? Parce qu'on va devenir demain 80% de la population urbanisée, citadine, qui ne connaîtra plus la nature qu'au gré éventuellement de quelques séjours en famille, en vacances, etc. Or, pour des raisons hygiéniques de santé, mais aussi des raisons de protection de l'environnement, on ne respecte quelque chose que si on le connaît, si on l'a fréquenté, si on l'a ressenti, si on l'a partagé avec ses amis. Et donc pour ça, il faut amener, et en particulier les plus jeunes d'entre nous, à fréquenter la nature dans le cadre d'une définition bien partagée du respect de ce milieu, mais c'est vraiment extrêmement important. Donc ce n'est pas une option, c'est une nécessité, et je crois que c'est le combat que vous portez tous. Maintenant, la question, c'est la façon dont on met en œuvre, de façon respectueuse de tous les acteurs et tous les enjeux, cet objectif. Pour ma part, j'ai rejoint cette aventure début 2002, je vais y faire référence dans mon propos, à la suite d'une promulgation d'une loi sur le sport fondatrice en juillet 2000, qui pour la première fois a intégré un titre sur les sports de nature. Et c'est une petite anecdote, mais c'est assez illustrant. Je vais commencer par ça. Donc effectivement, par voie parlementaire, ces dispositions arrivent. Le gouvernement, l'administration publique du sport n'est pas du tout préparée à ce sujet. Donc on cherche éventuellement des ressources, des gens capables de s'en occuper, parce que maintenant que c'est dans la loi, il faut bien mettre en œuvre. Et en l'occurrence, le directeur des sports fait appel à moi de par mon cursus antérieur, mon souci justement de faire travailler de façon collégiale la famille des sports de nature. Et le directeur des sports me reçoit. Je suis un agent de l'État qui exerce son activité auprès d'une fédération sportive de nature. Et il commence par me tutoyer, puis il me dit la chose suivante, il me dit, bon, la mission elle est simple, ton objectif c'est de faire en sorte de faire de la France le plus beau terrain de jeu. Et puis on s'est quitté comme ça. Donc c'est intéressant parce que ça montre deux choses. D'abord, je rentrais en administration centrale, donc je faisais partie de cette, entre guillemets, grande maison, et ça ouvre tous les, entre guillemets, ça désinhibe d'une certaine façon en disant bon ok, maintenant j'y suis, il va falloir qu'on travaille à la mise en œuvre d'une politique de sport de nature, puisque maintenant que le législateur l'a prévu. Et puis deuxièmement, terrain-jeu, ça renvoyait intuitivement dans son esprit, je pense, à deux choses. Le terrain, c'est déjà la question du foncier, de l'espace, parce que effectivement, ce qui nous distingue de beaucoup des autres sports, c'est que même si la nature est aménagée, ça reste l'équipement, aménagé ou non, ça reste l'équipement de référence, contrairement aux autres sports qui ont des équipements dédiés. Donc l'accès au foncier, l'accès aux espaces est très important, même si le terme terrain est un vocable qui est désuet aujourd'hui par rapport
au travail qui a été fait depuis. Et puis le jeu, ça renvoie à plusieurs notions. D'abord la dimension récréative, la dimension ludique, mais aussi éducative. Et le jeu aussi, au sens sport du terme, c'est des règles. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Certes, on s'amuse, et quand on fait du sport, on s'amuse, mais par contre, on le fait dans un cadre. Et là, le cadre de la pratique des sports de nature, c'est pas simplement codifier l'activité sportive, mais c'est aussi prendre compte de l'ensemble des autres usagers, ressources de ce milieu naturel. Donc là, mon propos, il sera plus sur une approche historique, mais c'est un peu pour vous projeter rapidement en avant sur les 20 prochaines années à bâtir. Je tiens en particulier à évoquer mon propos en m'appuyant aussi sur le rôle fondateur qui a été celui du pôle ressources, et en particulier de son initiateur, de la personne qui l'a mis en œuvre, qui l'a mis en place il y a pile 20 ans, ici présent, Christophe Martinez. Donc tous les deux, à l'époque où personne ne croyait vraiment à ce sujet, on a œuvré jour après jour pour essayer de structurer, donner du sens, organiser des missions, des actions, et en particulier à travers l'installation d'un pôle ressources dans un CREPS, on a eu le souci de dire on ne va pas en faire une affaire locale, on va essayer de faire travailler tous les acteurs ensemble. Donc ça a donné lieu aux premières rencontres nationales, les premières ont eu lieu notamment à Millau en 2003, et avec toujours ce souci de si on n'agit pas ensemble, en mettant les acteurs du sport, de l'environnement, les collectivités, les propriétaires, les territoires et les acteurs du tourisme, on n'arrivera pas à quelque chose dans la durée. Donc c'est ainsi que cette politique s'est construite. Et mon propos, c'est peut-être plus d'illustrer comment, pour se projeter vers l'avenir, qui va occuper l'essentiel de votre journée, comment on regarde un petit peu rapidement vers le passé, de qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc, alors, c'est celle-là peut-être. J'appuie sur le bouton de milieu. Ok, compris. La première partie du propos, c'est que finalement, il y a eu, à partir des... Alors, je vais m'arrêter sur cette diapo-là. Il y a eu, à partir des années 50-60, des effets massifs de développement de l'agriculture intensive qui ont eu notamment comme impact immédiat le démembrement, avec voilà, tout le productivisme, les machines, les produits, etc. Démembrement massif, disparition importante de chemins ruraux. Et pour un certain nombre de fédérations historiquement implantées en milieu naturel, fédération de la randonnée pédestre, fédération des sports équestres en particulier, c'était une mise en péril finalement de leur activité elle-même, du sens de l'intérêt. S'il n'y a plus de chemin, avec des aménités, des qualités paysagères, ça perd tout son sens. Donc on a au final des fédérations qui ont été les premières, les pionnières, et ces fédérations-là en particulier, à se mobiliser pour préserver les lieux de pratique, développer des stratégies pour les reconnaître à travers la valorisation des itinéraires, la signalisation, etc., etc. Et elles ont œuvré donc très massivement à faire du lobbying auprès des collectivités, auprès des pouvoirs publics, dès ces années 60-70, pour préserver au maximum la qualité du patrimoine naturel, notamment avec les chemins ruraux. Et les collectivités ont été tout autant intéressées par le sujet parce qu'elles-mêmes, voyant bien que perte d'usagers, perte d'activités locales, de liens sociaux, voire d'économie, ça avait un impact sur elles, sur leur attractivité, mais aussi en termes de biodiversité, etc., etc. Et du coup, à ce moment-là, il y avait une collectivité chef de file qui avait déjà une compétence sur la protection des espaces naturels sensibles, qui finalement s'est retrouvée assez naturellement à appréhender globalement aussi la question de la prise en compte des usages de la nature, l'accès au site, l'aménagement, la signalétique, la promotion, etc. Le premier acte administratif un peu fort, ça a été la publication d'une circulaire en 1977, donc de l'État, qui demandait au préfet d'organiser la préservation des itinéraires avec les collectivités publiques, au moins pour ce qui concernait les chemins ruraux appartenant aux propriétaires publics. Donc tout ça est important parce que c'est finalement, alors, non pas un point de départ, mais en tout cas une étape un peu clé dans ce dispositif de construction progressive, de la prise en compte et de la préservation des espaces, des sites, des itinéraires qui garantissent la possibilité de pratiquer. Il y a une deuxième étape importante qui a été
l'avènement des lois de décentralisation. Les lois de décentralisation qui ont clairement institué, notamment formellement, l'élaboration, enfin la responsabilité au département d'élaborer le plan départemental d'itinéraire de promenade et de randonnée. Et ben ça a donné finalement un socle législatif, organisationnel, administratif, pour donner à une collectivité locale une compétence en la matière. Et j'insiste sur le fait que c'est historique, mais c'est toujours le cas. C'est la seule compétence donnée à une collectivité, même si elle n'a pas un caractère prescriptif, je dirais, déterminé, mais il n'en existe pas d'autres, si ce n'est les compétences optionnelles ou les compétences en matière d'équipement sportif d'intérêt communautaire, mais globalement, c'est un exemple, c'est une première, et il n'y a pas d'équivalent jusqu'à présent aujourd'hui. Ces collectivités départementales, ensuite, devaient s'appuyer sur les collectivités locales et les mairies, essentiellement à l'époque, pour contractualiser avec les propriétaires publics, privés, et mettre quelques moyens à travers une taxe qui s'appelait la taxe départementale des espaces naturels sensibles, qui est aujourd'hui devenue la taxe d'aménagement, pour entretenir et aménager ces itinéraires. Donc en quelque sorte, il faut avoir en tête que dans ces années-là, eh bien, le mouvement sportif a été à la pointe de ces combats et de ces progrès, avec un appui très bienveillant des collectivités territoriales. Une autre étape, je vais vite, mais néanmoins c'est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a le terrestre et il y a le nautique. Et à ce moment-là, on est un certain nombre de fédérations sportives à avoir de plus en plus de difficultés pour accéder à l'eau, à la rivière. Conflits d'usage avec des pêcheurs, avec des riverains, des problématiques de libre circulation avec des ouvrages hydrauliques, etc. etc. Et donc, il y a un travail important qui est mené dans la fin des années 80, qui permet d'aboutir en 92 à une loi sur l'eau, qui donne des principes assez importants, parce qu'elle reconnaît l'eau comme un usage commun. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas que le prélèvement de la ressource eau, il y a aussi les usages, les aménités. Et du coup, un certain nombre d'enjeux sont rendus possibles par un principe essentiel qui est la mise en place d'instances de concertation à différents échelons territoriaux. Les fameuses commissions locales de l'eau, les comités de bassin, les conseils nationaux de l'eau, etc., qui permettaient à minima de garantir qu'il pouvait y avoir une concertation et une reconnaissance des différents usages, etc. Et là aussi, ce sont les fédérations qui ont vraiment été pionnières pour, je dirais, défendre, faire en sorte que ces usages récréatifs soient reconnus dans ces instances. Et vous allez voir que le législateur s'est largement inspiré sur deux choses. D'abord, la logique de la planification à travers le PDIPR pour recenser, identifier des espaces et les préserver, enfin préserver leur accès en tout cas. Et deuxièmement, organiser une modalité de travail qui était la concertation entre tous les acteurs et les parties prenantes. Voilà, rapidement, parce que le temps presse. À partir des années 90, on a la construction, à travers ce contexte fécond, la construction d'une nouvelle prise en compte de ces sports de nature. Et ce qui se passe, c'est qu'il y avait une loi sur le sport qui datait de 84, la loi Avis, qui avait été amendée, mais de façon très, très marginale. Et le gouvernement, dirigé par Lionel Jospin, avait inscrit dans son programme de travail une loi fondatrice structurante sur le sport, qui a été portée par la ministre Marie-Georges Buffet et adoptée en juillet 2000. Et du coup, cette loi, elle apportait un certain nombre d'enjeux autour de l'éthique, de la sécurité, du dopage, tout un tas de choses, mais le projet initial du gouvernement ne prenait pas du tout en compte les sports de nature. Et en fait, ce sont et des acteurs du mouvement sportif et des parlementaires très proches du mouvement sportif. Je peux citer Joël Giraud, qui a été ministre récemment, qui sur le site de l'Argentière, l'ABC, portait beaucoup de politiques de sport nature. Je peux citer Germinal Perrault, un ancien grand sportif en canoë-kayak, qui a été président maire et président de département, etc. Ce sont ces élus-là, ces députés à l'époque, qui ont vraiment œuvré, porté un combat rude pour faire reconnaître la question des sports nature dans cette loi. Et ils y sont parvenus.
mais ils y sont parvenus par voie d'amendement parlementaire. Donc la conséquence, c'est qu'il n'y a pas eu le passage un peu fourche-codine, texte proposé par le gouvernement, validation Conseil d'État pour vérifier la constitutionnalité, tout ça. Néanmoins, on peut se réjouir que, à partir de la loi du 6 juillet 2000, pour la première fois, apparaissait dans la loi, qui est désormais codifiée, un titre sur les sports de nature. Le titre, les sports de nature, disent qu'ils s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux. Ça, c'est l'article 311. Et après, il y a un certain nombre d'articles qui définissent des modalités, les fameuses modalités de mise en œuvre de la concertation, de la planification. Alors, il faut avoir en tête que au moment où le législateur a fait ça, il était centré sur ses préoccupations, c'est-à-dire les itinéraires pédestres, les itinéraires de randonnée nautique. Il n'avait pas forcément la complétude de la diversité des pratiques sportives de nature dans les trois milieux, aérien, terrestre, nautique, subaquatique. Mais néanmoins, il avait mis qui peuvent comprendre des voies, donc ça ne fermait pas. Donc on a tout de suite, avec le pôle ressources, travaillé sur une logique un peu extensive de l'acceptation de ce que représentent les sports de nature, avec un fondement qui est on entrait dans les sports nature non pas par des disciplines, mais par une modalité d'occupation du sol, et notamment sur les espaces naturels. Voilà pour, je dirais, l'aspect un peu fondateur. Donc, qu'est-ce que cette loi prévoit ? Cette loi prévoit qu'on organise une concertation à l'échelle départementale, mais là, ce matin, les propos de la collectivité européenne d'Alsace nous montrent que l'adaptation, l'originalité, la créativité est à l'œuvre, et que d'une certaine façon, même si le département est toujours chef de file, puisque ça existe toujours, ces plans départementaux et ces commissions départementales, même si voilà, la collectivité départementale est à l'œuvre, il y a nécessairement maintenant un travail qui se fait à d'autres échelles géographiques pour mettre de la cohérence dans tout ça. Mais en gros, l'idée clé, c'est qu'il faut qu'on préserve l'accès à des espaces, des sites, des itinéraires, et pour ça, pour le faire dans la durée et efficacement, autant que possible par voie contractuelle et non pas par voie contraignante de l'expropriation ou des servitudes. L'exercice a consisté à faire en sorte que tous les acteurs se réunissent, se mettent autour de la table. Exercice très fastidieux, vous en doutez, parce que c'est laborieux. D'abord, il faut qu'il y ait des chefs de file qui aient la compétence, la ressource, donc pour ça, du temps agent, de la formation. Puis ensuite, faire travailler les gens ensemble, c'est long, c'est complexe. Ça n'a pas toujours été facile, mais ça a été la clé, je pense, pour qu'aujourd'hui, à la minute où on se parle, on puisse regarder plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide en termes de démarche, même si elles ont évolué dans le temps, des marges de concertation. Et pour inscrire dans le marbre, j'aurais tendance à dire, une forme de reconnaissance, de contractualisation et ensuite de valorisation des espaces préservés, dédiés, enfin, en tout cas plus particulièrement valorisés pour ces pratiques, eh bien, on a élaboré les plans départementaux d'itinéraires, d'espaces, sites et itinéraires, pardon. Bon, il y avait des petites spécificités dans la loi, par ailleurs, hein, je dis rapidement, par exemple, là, cette fois-ci, codifié au Code de l'environnement, il y a un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée, mais qui rentrait plutôt par l'inversion de la logique, c'est-à-dire, en gros, on précise ce qui est interdit, et puis on identifie ce qui est autorisé, sous-entendu, le reste ne l'est pas. Cette évolution-là de 2000, avec ces deux grands chapeaux, la concertation, la planification, elle n'a pas, je dirais, été mise en œuvre tout de suite parce que la loi prévoyait des dispositions très contraignantes qui n'ont pas, d'ailleurs, qui avaient été refusées par le Sénat, mais finalement adoptées en dernière lecture au Parlement, à l'Assemblée, qui instauraient des nouvelles servitudes, etc., qui constitutionnellement ne seraient pas passées sans travailler sur des dispositions du Code civil, des choses comme ça. Donc, il y a eu blocage, parce qu'une loi, finalement, elle se met en œuvre que s'il y a tout un tas de décrets d'application qui la permettent. Donc, il y a une espèce de laps de temps, et on est arrivé jusqu'à fin 2004 pour qu'à travers une loi sur la simplification administrative, on fasse modifier un certain nombre de dispositions des articles de titre des sports de nature, et on lui donne un chapeau, un sens commun, qui a été celui de donner au département le rôle de chef de file, d'assurer, de promouvoir un développement maîtrisé des sports nature. Alors le législateur, quand il a réfléchi au terme,
il avait la possibilité de parler de développement durable. Il s'est dit non, parce que c'était déjà suffisamment galvaudé, etc. Maîtriser, ça renvoyait à une notion qui était davantage partagée, à savoir, on parle bien d'un développement, donc l'idée sous-jacente, c'est quand même de faciliter l'accès à la nature pour les citoyens, mais en même temps, on l'organise de telle sorte que ça ne nous échappe pas, que vous allez avoir des échanges sur les problématiques de surfréquentation, etc., qu'on soit capable de réguler dans le temps et dans l'espace l'accès à ces usages, et accessoirement, qu'on forme aussi les acteurs, les pratiquants, etc., pour qu'ils soient, je dirais, respectueux en maîtrise des enjeux de développement maîtrisé. Donc ça a démarré fin 2004, et après, tout un travail énorme a été mis en place, notamment sous l'égide du pôle ressources, pour apporter tous les outils, les formations, les guides, les événements, les animations, qui ont permis d'en arriver là, à ce qu'on en est aujourd'hui. Deuxième partie, très rapidement, parce que du coup, une fois que la loi est promulguée, que les dispositions législatives sont amendées, qu'on a mis en place une organisation administrative, avec notamment l'originalité de la création d'un pôle ressources national. Finalement, c'est la première fois qu'on reconnaît expressément les sports de nature comme des sports, au même titre que les autres, tout en reconnaissant et en les distinguant par rapport à d'autres. Je l'ai dit, l'équipement sportif, c'est la nature. La nature a toujours un propriétaire, souvent un gestionnaire, de nombreux utilisateurs usagers. Donc tous ces paramètres-là, on les a pris en compte dès le départ. Important aussi d'insister sur quelques notions. C'est des activités sportives qui contribuent massivement au développement de la vie locale, des territoires ruraux, de montagne, du littoral, à leur développement économique, l'aménagement du territoire, ce qui fait qu'il y avait une sensibilité très forte. Et d'ailleurs, sans qu'on se concerte, les collectivités faisaient d'une communication en termes de destination, il y avait le patrimoine, il y avait la gastronomie, mais il y avait très souvent, et c'est encore le cas, la question des activités de loisirs récréatifs, sportives. Un autre élément important aussi, on a considéré que les pratiquants, notamment ceux qui étaient fédérés, organisés, etc., étaient reconnus comme des contributeurs éclairés et intéressés à la protection, à la surveillance, l'entretien de la nature. Et oui, parce que c'est leur, entre guillemets, lieu de pratique qui est en jeu. S'il n'est pas préservé, protégé, etc., eh bien, au même titre que des agriculteurs, des chasseurs, des pêcheurs, des gestionnaires, parfois avec des objectifs antagonistes, mais en tout cas, ils avaient ce même souci de bien la connaître, de bien la respecter, la protéger pour pouvoir continuer à pratiquer. On a aussi on s'est beaucoup intéressé au fait que, comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on ramène notamment les plus jeunes d'entre nous en milieu naturel, sur la dimension des valeurs éducatives du sport en général, mais aussi de façon spécifique des sports de nature. Parce que là, ça renvoie quand même à d'autres notions sur le risque, sur l'humilité, sur la question de l'entraide, sur la question de la connaissance de la nature, etc. Et du coup, cette question des valeurs éducatives était pour nous, je dirais, le pilier de cette politique publique et qui doit prospérer et se développer autant que possible, notamment par des formations dans le domaine de l'environnement. Et puis, un autre élément dont on parle peu, mais il y a la saison des sports d'hiver redémarre, avec le biathlon, avec d'autres disciplines comme ça. Les sports nature ont toujours été très pourvoyeurs en termes de résultats de médailles sportives. C'est entre 20 et 40% selon tous les paramètres que représentent les sports nature. Nombre de licenciés, nombre de pratiquants, n'en parlons pas, mais nombre de structures associatives marchandes, résultats sportifs, etc. Poids économique, part du PIB. Donc c'est un acteur très important. Peut-être ce que je voudrais dire en résumé de cette partie-là, c'est que les acteurs publics et privés, dont les fédérations sportives, ont vraiment été exemplaires. Et on l'oublie parce que le temps fait qu'on est passé à autre chose, que les choses ont évolué. Mais ils ont été exemplaires dans ces années 2000, et même avant, de ce qui était attendu au plan territorial de par la nouvelle loi, c'est-à-dire travailler dans une démarche d'écoute, de co-construction, dans le respect des rôles et des missions de chacun. On a appris ensemble. On a travaillé sur des politiques interministérielles, on a travaillé sur la cohérence entre les différentes législations et codes, etc. Et vraiment, je rends hommage aux fédérations parce qu'elles ont su massivement, globalement, s'inscrire dans ce projet. Et ensuite, ce sont les collectivités qui ont été déterminantes pour mettre un peu tout ça en scène, organiser, coordonner l'activité des uns et des autres. Et l'État, dans tout ça, il a joué un rôle majeur, et il continue à jouer un rôle majeur,
Pourquoi? Parce que, et notamment avec son pôle ressources en tête, il a créé des outils de référence, que sont des guides qui permettaient de déployer les fameuses GDESI, faire des formations dédiées, faire des documents de référence, par exemple sur le droit des sports nature, pour améliorer la culture commune de tous les acteurs. Échanger beaucoup, partager les bonnes pratiques. Je crois qu'hier, vous avez relevé le fait que c'était très, très fructueux pour vous, justement, de voir encore aujourd'hui ce que les uns et les autres font de bien pour pouvoir s'en inspirer. La question des formations, par exemple, c'était assez éloquent. On pouvait former les agents de l'État qui bossaient sur les sujets des sports nature, dans les services déconcentrés, dans les fédés. Mais le parti pris qu'on a fait, c'est on a dit non, on ne fait pas ça. On fait au maximum des formations communes avec les agents des collectivités territoriales qui sont en charge du sujet. Ce qui fait que, on a naturellement, à tous les échelons territoriaux, cette espèce de travail collectif qui s'instaure, on apprend à se connaître, on développe une connaissance et une culture commune. Et puis l'arrivée du pôle ressources à la fin de l'année 2023, donc ça fait pile 20 ans, a été vraiment le socle de la mobilisation d'un réseau qui était peut-être en train de s'endormir, mais un réseau exceptionnel de compétences, de ressources des agents de l'État. Je le dis vraiment très sincèrement. L'État, à travers ses agents, historiquement, depuis les années 50-60, a joué un rôle majeur sur le développement du sport. Création de clubs, structuration du mouvement sportif, création de bases départementales, bases de loisirs, etc. L'UCPA, c'est une émanation, c'est une puissance publique qui a décidé qu'il fallait faciliter l'accès des jeunes en milieu, dans les espaces pour y pratiquer des activités sportives de nature. Donc l'État a toujours joué ce rôle-là, mais dans les dernières années, dans les 20 dernières années, il a continué à jouer un rôle majeur parce que finalement son rôle en service déconcentré était moins d'être sur le terrain pour faire du développement, etc., mais plus de la gestion, de l'organisation administrative. Donc tout un tas de collègues qui étaient des super experts compétents dans leur domaine, dans les sports de nature, se sont retrouvés un peu plus en mission administrative, souvent avec une frustration. Et du coup, avec cette politique-là, et l'animation par le pôle ressources, on a redonné du souffle à tous ces agents qui ont finalement, qui se sont remis à travailler, à développer de l'expertise de la ressource pour l'intérêt commun. Et puis on a un ministère, c'est la dernière phrase, qui a été à la hauteur de l'enjeu au moment où il fallait mettre... parce que des discours c'est bien, mais les actes c'est mieux. Si on met en place une politique, il faut mettre en place des moyens humains et financiers pour ça. Et on a en particulier doté le pôle ressources de façon très significative. Les services déconcentrés ont eu des moyens. On a fait un certain nombre de choses très intéressantes. Bon, alors là, c'est plus un avis personnel. En tant que quelqu'un qui a bien suivi ces dossiers, mais qui en est sorti, en tout cas qui n'est plus dans l'actif, donc y compris peut-être, je vais pouvoir avoir des propos qui paraîtront un petit peu décalés, mais comme ça suscite la réflexion, le débat. Tout ça, quand même, pour moi, c'est le verre et la bouteille à moitié pleine. Ça, c'est déjà une première chose. Mais par contre, il faut entretenir la flamme, il faut poursuivre de plus belle l'effort. Et là, je me réjouis de voir les diversités des participants. Il n'y a pas que les agents des services de l'État, des collectivités, il y a des agents de différentes organisations en charge de l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a quand même quelques faiblesses là, sur notre affaire. Moi, celle que j'ai identifiée, en plus, la première, c'est quand même qu'on a fondé le truc sur la bonne volonté, l'envie. Le GDESI n'a pas un caractère prescriptif. Donc à un moment donné, une collectivité ne fait pas, il n'y a pas l'État qui peut tirer l'oreille ou dire en l'absence de, je prends la main sur le sujet. Donc on est sur la question de la conviction, de l'envie, à un moment où c'était surtout pas une page blanche, c'est-à-dire que les collectivités faisaient déjà beaucoup de choses. Madame l'a évoqué, dans des territoires, par exemple le massif des Vosges avait sa propre histoire, sa propre culture, et n'a pas attendu que le législateur lui dise mettez en place une GDESI, un BDESI. Donc il fallait inscrire tout ça dans un espèce de continuum. Donc ça c'est quand même une limite importante parce que on peut avoir des limites à l'enthousiasme, y compris des départements pionniers. J'ai en tête les Côtes-d'Armor, qui a vraiment fait un travail énorme à l'époque, qui du coup est en perte de vitesse importante, ne serait-ce parce qu'il y a des arbitrages aussi liés à leurs compétences prioritaires et leurs moyens dédiés. Bon, ça c'est une limite. Il y a une deuxième limite que j'identifie, c'est les problématiques d'articulation et de mise en cohérence avec les dispositifs récents qu'on a mis en place sur la nouvelle gouvernance du sport, où en particulier on instaure à l'échelle régionale des conférences régionales de développement du sport, des conférences des financeurs, etc. etc.
Et je le regrette, mais on n'a pas assez suffisamment créé les connexions, les intersections avec cette politique de développement maîtrisé des sports de nature. Donc du coup, c'est un peu deux chemins parallèles, même si dans les faits, les conférences régionales de développement du sport traitent des enjeux liés au sport de nature, mais pas de façon assez, de mon point de vue, assez explicite et lisible. Et puis, plus récemment, on a une problématique qui tourne autour de la responsabilité des propriétaires, puisque l'accès au foncier devient le plus déterminant. Donc là, il y a des enjeux, des conflits d'usage de plus en plus prégnants, des catégories d'usagers qui se mettent en situation de, je dirais, limiter l'accès pour préserver leurs propres usages. On évoquait avec Aurore hier la problématique de massifs pour lequel les chasseurs se préservent l'espace et finalement on ne peut plus venir y randonner. Mais on a aussi des fédérations qui, sans doute pour des bonnes raisons, c'est le cas de la montagne et de l'escalade, considérant qu'il y avait des risques trop importants qu'elles faisaient endosser à leur structure en cas d'accidentologie de pratiquants dont elles n'étaient pas membres, eh bien, à engager des démarches de déconventionnement qui ont un impact réel sur cette problématique et qui crée d'une certaine façon un frein en termes de... Un propriétaire, il peut être de bonne volonté, mais s'il voit que sa responsabilité risque d'être engagée, c'est vrai d'un gestionnaire aussi, il va être très prudent. Alors dans la loi 3DS qui a été promulguée en 2002, on essaie d'apporter une remédiation à ça, mais c'est loin d'être suffisant. C'est une étape en exonérant la responsabilité dès lors que on est dans le cas d'un risque normal et prévisible lié à l'activité. Toutefois, c'est le juge qui décidera et c'est la jurisprudence qui verra ce qu'il en est. Et puis surtout, il y a toujours au bout du bout la problématique de la judiciarisation qui est celle de finalement qui va payer, réparer le préjudice des acteurs, enfin subi par les acteurs. Et puis quand même terminer par quelques mots en termes de force. Moi, ce que je retiens, c'est d'abord que ce développement des pratiques sportives et en milieu naturel, il est constant, il est sans cesse renouvelé, avec des nouvelles disciplines, des nouveaux modes de pratique, des nouveaux modes de consommation. Donc c'est quelque chose qui... C'est pour ça que je disais que ce n'est pas derrière nous, c'est devant nous. Il faut absolument l'accompagner, l'organiser pour que ça ne soit pas une difficulté, mais plutôt une opportunité pour la communauté au sens large, avec un grand C. On a quand même, selon les chiffres officiels du pôle ressources, plus de 65 DESI et 45 DESI, donc on a couvert une grosse partie quand même du territoire français, et ça c'est quand même extrêmement positif. On a ce dispositif public qui sert depuis 20 ans a largement évolué, mais qui existe toujours, la preuve, le pôle ressources anime ce réseau, organise, met en œuvre des actions, travaille de façon aussi très prospective sur des enjeux, des échelles territoriales ou thématiques, le climat, l'Europe, qui sont extrêmement importants. La question autour de la valeur éducative des sports nature n'est plus à démontrer, mais en revanche, ce qui reste compliqué, c'est de faire aller réellement les enfants, notamment, dans les milieux, dans la nature, pour pratiquer ces activités qui sont très, très agréables et en même temps en profiter pour être sensibilisés à la connaissance, au respect de la nature. Et puis, je le disais tout à l'heure, bientôt 80% de la population citadine. Il y a un travail important qui démarre, mais qu'il faut poursuivre sur la question qu'on peut aussi pratiquer des sports de nature en milieu urbain. Et donc du coup, il ne faut surtout peut-être pas aller chercher très loin ce qu'on peut facilement organiser à proximité immédiate du lieu de vie. Donc ça renvoie aussi à la problématique de la pratique en temps séjournant ou en temps résident. C'est-à-dire qu'on est quelques semaines par an en dehors de la maison, mais l'essentiel, on est à proximité de là où on habite. Et c'est là qu'on doit massivement pratiquer. Donc il y a un enjeu très, très important et une opportunité de valoriser ce développement de ces sports. Et puis, finalement, la nature étant diverse, les territoires étant divers, on ne pratique pas les mêmes sports partout et selon les saisons. Eh bien, faisons-en, et pour le changement climatique, finalement, je ferai une transition, faisons-en un enjeu, une opportunité, et développons cette idée de l'activité sportive locale et de saison, et des chemins, et y compris des chemins communaux sont des lieux propices à l'activité, des espaces forestiers propices à l'orientation, etc., etc. La randonnée nautique, j'en passe et des meilleurs. Donc utilisons les ressources, les milieux du territoire, sans forcément vouloir aller
aller émettre, je dirais, très loin de façon très compliquée. Et ce faisant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus de pratiques de mobilité active. Je rappelle que l'objectif de la grande cause nationale, c'est être actif au moins 30 minutes par jour, pas que pour les enfants, mais au moins pour toute la population. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre l'angle sur la mobilité active, la marche et autres, tous, tout le temps. C'est un élément important. Ce faisant aussi, on rentre directement dans les enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de préservation de la biodiversité. Et puis après, alors, sur la question de l'adaptation au changement climatique, on a intérêt à être plus rapide que tout le monde parce que les sports de nature sont encore plus que d'autres impactés par les changements climatiques qui se mettent en place. Parce qu'effectivement, on peut encore toujours trouver des solutions, même si c'est difficile, sur des activités sportives dans lesquelles le milieu peut être, au niveau thermique, etc., peut être régulé. Autant la nature, s'il n'y a plus la neige, s'il n'y a plus l'eau, s'il fait trop chaud, etc., c'est compliqué. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin, en vous souhaitant une très belle journée. Merci beaucoup, Éric Journeau, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Maintenant qu'on a fait la rétrospective, passons à la projection. La température moyenne en France, dans quelques années, devrait passer à une moyenne de plus 2 degrés. Des données précieuses sont donc collectées pour suivre l'évolution de ce chiffre au plus près des contributions et des spécificités territoriales. Voici donc changement climatique et projection sur les sports de nature, présenté par la chef du bureau adaptation au changement climatique qui est avec nous en ligne, c'est Marie Carrega. Bonjour.